et je trouve effectivement très intéressant toutes ces initiatives de la part des dentistes de faire des vidéos gratuites, d'essayer de communiquer sur des informations parce qu'on est chez nous, on n'a rien à faire, on s'ennuie. Enfin, si on a plein de choses à faire, mais ça nous manque à tous de ne pas travailler parce qu'on aime nos métiers. Nous, Pierre et moi, ça nous manque de vous parler parce qu'on aime vous faire partager des choses et je trouvais que c'était une belle occasion. Allez, il est 10h59, on va démarrer. Donc, je vais vous partager un diaporama. Vous aurez hop, nos petites vidéos sur le côté. Vous pouvez décider de déplacer vos vidéos pour les mettre en… Les petites vidéos que vous voyez sur le côté, vous pouvez les déplacer pour éviter de voir que ça masque l'écran. Et puis aujourd'hui, donc, on va démarrer ce qu'on a appelé les mercredis de l'ergonomie, puisqu'on vous propose tous les mercredis matins à 11h de vous parler d'ergonomie. On va se présenter un petit peu pour savoir, puisque beaucoup nous connaissent, mais bon, certains ne nous connaissent pas quand même. Donc, c'est intéressant de savoir. Je vais vous présenter Pierre très rapidement et puis Pierre va me présenter rapidement. Pierre est donc chirurgien dentiste. On est tous les deux chirurgiens dentistes. Il a un doctorat en sciences odontologiques, 3 CES. Il a été enseignant à la fac de Toulouse, ancien assistant, enseignant, chargé de cours en prothèse fixée, partielle, en CFAO, diplômé d'ergonomie par un praticien qui s'appelle Daryl Beach, que certains connaissent peut-être. Et puis, je vais laisser Pierre me présenter, puisque c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique et on aime bien les parcours atypiques chez nous. Voilà. Voilà, David donc, était un ancien élève en moi. Je ne sais pas si tu peux faire apparaître ma vidéo pendant que je parle. Ça peut être… Oui, ta vidéo apparaît, il n'y a pas de souci. Les participants peuvent configurer en fonction du nombre de… On peut décider d'avoir des en gris ou on peut décider de faire apparaître qui on veut, mais si on joue avec les petites vignettes, on peut arriver à faire apparaître les vidéos qu'on veut. Vas-y. Donc, David, oui, c'était lors de la dernière promo que j'ai eue en tant qu'enseignant, c'était un élève, c'était pratiquement le seul qui écoutait ce que je disais parce que je parlais d'ergonomie, mais bon, à cet âge-là, tout le monde s'en fiche un peu parce qu'on est très jeune et invulnérable. Et j'ai compris après pourquoi, c'est tout simplement parce qu'il avait exercé pendant 10 ans comme kiné à Paris, avant de se déplacer à Toulouse pour refaire une nouvelle vie en tant que chirurgien dentiste. Et donc, il est masseur kinésithérapeute, il a un certificat de thérapie manuelle, il est ostéopathe, maintenant il est docteur en chirurgie dentaire, praticien attaché à la fac de Toulouse, mais surtout, il avait un DU d'ergonomie des gestes et postures. C'est-à-dire qu'il travaillait déjà dans l'ergonomie pour l'industrie, notamment, pas pour les dentistes, bien entendu, puisque personne ne s'occupe d'ergonomie ou ne s'en occupait avant qu'on arrive, pour les chirurgiens dentistes. C'est vrai que le mot ergonomie est très, très employé, mais en pratique, peu de choses apparaissent réellement de façon pratique. Donc, il était évident qu'on allait travailler ensemble, et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, tous les deux. Tout à fait. Donc, je passe la parole à David pour qu'il commence la présentation. Alors, qu'est-ce que l'ergonomie? Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'était ça. C'était qu'est-ce que c'est que l'ergonomie? On parle souvent d'ergonomie, c'est un terme un peu galvaudé qui est utilisé un peu à toutes les sauces et on ne sait jamais vraiment ce que c'est. L'ergonomie, il y a plusieurs éléments. Il y a une définition qui est la définition officielle, on va dire. C'est l'étude scientifique, et j'ai bien souligné scientifique. Ça doit être une science. Ce n'est pas simplement regardez, c'est super ce que je fais, regardez comme je suis à l'aise. Non, ce n'est pas une démonstration empirique. C'est quelque chose de scientifique. De la relation entre l'homme, ses moyens, les méthodes et le milieu de travail. C'est quelque chose d'assez complexe. Pierre, tu veux rajouter quelque chose ou je passe à la diapo suivante? Je voudrais bien commenter la diapo suivante parce que là, on a bien compris que c'est le travail et les relations avec le travail. Mais elle vise, cette ergonomie, simultanément la santé de l'humain au travail. Vas-y, continue un petit peu à faire avancer les diapos au fur et à mesure. Et son efficacité. Donc, et son efficacité, c'est autant l'efficacité d'un joli sourire que nous, praticiens, on va être fiers de réaliser, mais c'est aussi la satisfaction du patient. Et puis, accessoirement, c'est ça aussi. C'est effectivement… c'est ça l'efficacité.
Donc, c'est aussi le rendement, parce qu'effectivement, il apparaît en plus petit, c'est vrai, c'est accessoire, mais on est là quand même pour produire, il ne faut pas l'oublier. Et l'ergonomie permet justement, en maintenant ou en améliorant même la qualité des soins, d'augmenter nettement le rendement, ce qu'on appelle aujourd'hui le flux de travail. Donc, tout ça, bien c'est sûr, lié. l'ergonomie, c'est ça. On fait de l'ergonomie pour son confort, évidemment, pour être bien au travail, mais surtout pour bien travailler, pour faire un travail de qualité. L'ergonomie est souvent enfin, développée, utilisée, mise en avant parce que on veut faire de l'ergonomie pour la prévention de TMS, mais ce n'est presque qu'un accessoire. Au final, l'ergonomie, c'est pour voir correctement ce qu'on a dans la bouche, pour bien voir, pour faire un travail de qualité. C'est surtout ça, parce que si on n'a pas un bel accès visuel, un bon accès visuel, on travaillera mal, c'est évident. Donc, on va continuer. Le but ultime, c'est quand même, ne l'oublions pas, de rendre nos patients et l'équipe soignante heureuse de son travail. Et il faut que le retour soit efficace. Et ce qu'on vise, c'est ça, c'est la santé mentale et physique. La définition justement de l'OMS, c'est ça, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Les trois à la fois, c'est indissociable tout ça. Et elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, bien entendu. Alors, l'importance de ces trois types d'ergonomie, c'est que ça va diviser l'ergonomie en trois types. L'ergonomie cognitive, pour correspondre au bien-être psychologique. L'ergonomie physique, c'est l'aménagement du poste de travail. Et l'ergonomie organisationnelle, c'est tout ce qui contribue au travail à quatre mains. C'est la gestion du binôme praticien-assistante. Aujourd'hui, on va surtout parler d'ergonomie physique. Une définition, enfin une petite citation que tu as trouvée, que je trouvais effectivement très intéressante, c'est le succès réel est mesuré d'une part par la longévité de chaque cas que vous traitez, le plaisir que vous générez à vos patients et à votre équipe, mais pas seulement le dollar les dollars que vous faites. Ce n'est pas uniquement l'argent. C'est vraiment la longévité de chaque cas et le plaisir que vous générez pour vos patients, vous-même et votre équipe. Une définition la plus simple, on a vu plein de choses pour l'ergonomie, mais une définition la plus simple, c'est ça, c'est adapter le travail à l'homme. Adapter le travail à l'homme, c'est vraiment ce qui représente l'ergonomie. Souvent, on met un patient dans un fauteuil, on l'allonge ce qu'il accepte d'être allongé, et puis nous, on se penche pour essayer d'aller voir ce qui se passe dans sa bouche. Là, c'est exactement l'inverse de l'ergonomie. Quand on fait ça, on s'adapte, on vient voir ce qu'il y a dans la bouche et on s'adapte à l'homme. Si on veut réellement faire de l'ergonomie, on va d'abord penser à notre posture, on va se mettre en position, on va regarder à quel endroit on aimerait voir le patient, à quel endroit on aimerait voir la tâche, et on va mettre la tâche de travail à cet endroit. On va adapter le travail à l'homme. C'est ça. On va nous s'asseoir dans une position qui va être une position qu'on aura déterminée de façon ergonomique, avec des règles anatomiques. Très bien. On va observer à quel endroit doit se trouver la bouche, et on va tout faire, tout mettre en œuvre pour mettre la bouche à cet endroit. Là, on fait de l'ergonomie. C'est exactement ce qui se passe quand on a une mâchoire dans les mains, par exemple au laboratoire de prothèse, on s'installe correctement et on amène son travail vers soi. Mais la caractéristique justement du travail du dentiste, c'est qu'il travaille sur un humain. Et c'est là que tout se joue, c'est-à-dire qu'il va falloir non pas négliger cet humain, pas négliger son cerveau, ses besoins, mais au contraire, lui trouver une position également confortable pour lui, mais qui satisfasse nos besoins ergonomiques. C'est tout le jeu, en fait, de ce système et de tout le travail que nous faisons avec David. Tout à fait. Alors, pourquoi faire de l'ergonomie? Pourquoi est-ce que vous venez écouter ça? On a tous des problèmes d'ergonomie. On essaie tous de les résoudre. Et pourquoi? D'où ça vient? Vous le connaissez, certains ont assisté à nos conférences déjà, vous savez très bien, cette photo, elle est caractéristique. Pierre en a trouvé une autre. C'est catastrophique. Voilà ce qui se passe à la fac. C'est hallucinant. De voir ça, moi, ça me fait mal au cœur. C'est pas possible qu'on laisse à la fac des étudiants pratiquer comme ça. Personne ne va corriger ça. Personne ne va corriger ça. Et pourquoi est-ce qu'ils se mettent dans ces positions? Parce que personne ne leur a dit comment faire. Ils ont un fantôme à l'endroit où se trouve le fantôme et ils s'adaptent. Ils cherchent à voir ce qu'il y a à l'intérieur.
C'est pas criminel, mais c'est scandaleux de faire ça. Personne ne leur a dit quoi faire. Je lisais hier un article sur la nouvelle fac de Nancy qui a coûté je ne sais plus combien de millions d'euros et les postes de travail sont les mêmes, exactement. On a progressé, on met de l'électronique partout, de l'informatique, mais on ne se rend pas compte que l'essentiel, on passe à côté. On continue à faire travailler des étudiants comme ceux qui sont visibles sur cette diapo. Alors, Qu'est-ce qui se passe? à Nancy, ils sont assez sensibilisés à ça et je vais aller les voir cet été, j'espère, si tout va bien, et on va remettre les choses en place. J'espère aussi. Voilà, une autre photo qui est caractéristique, c'est exactement ça. On vous donne un frasaco, une turbine, une fraise, et puis débrouillez-vous, faites-moi une cavité, telle forme, et vous êtes noté sur la cavité et pas sur l'acte à réaliser. Voilà, là encore la même chose. À chaque fois, le fantôme n'est pas placé au bon endroit. Le praticien passe son temps, l'étudiant passe son temps à s'adapter à ce qu'il voit et à essayer d'aller voir dans la bouche. Et puis alors, les profs à la fac font ça. Donc, comment voulez-vous qu'un étudiant fasse autrement s'il voit ça à la fac? C'est évident qu'il ne peut pas faire autrement. Voilà, en cabinet, c'est un peu extrême, mais je suis persuadé que beaucoup font ça. Et ça nous arrive à tous. Alors, si c'est ponctuel, quelques secondes, ça pose aucun problème, mais il faut éviter de faire ça en permanence. Ça, c'est une photo encore qu'on peut analyser. Elle a le coude dans l'air, elle a le poignet plié, elle a la tête penchée en avant, tournée à gauche, elle a l'épaule levée, même si ça ne paraît pas méchant par rapport aux autres photos que vous avez vues. Mais c'est très impressionnant. Regardez ça. Alors, voilà un praticien lambda. Et encore, dans les banques de photos, on arrive à trouver maintenant des photos où ils ont le masque, les lunettes, parce qu'il y a une quantité de photos où il n'y a pas de masque, pas de lunettes, pas de gants, c'est infernal. Mais là, en tout cas, voilà, pour ça, c'est à peu près réglé. Par contre, regardez sa position. Il est complètement penché sur sa droite, complètement penché en avant, le coude gauche levé. Le pauvre, on ne va pas le changer. À son âge, il est proche de la retraite. On ne va pas lui dire qu'il faut tout changer. Ce n'est pas possible, il ne pourra pas. Mais dès maintenant, il faut essayer de modifier des choses et de les analyser. Plus jeune, voilà ce qui se passe. Même chose. Penché à droite, penché en avant, le coude gauche en l'air. Alors, une autre vue. Même chose. Penché à droite, penché en avant. Tous les patients sont assis. La bouche regarde vers la fenêtre et le dentiste fait ce qu'elle peut ou ce qu'il peut pour se pencher en avant, essayer d'aller voir ce qu'il y a dans la bouche et s'adapte au praticien. Voilà. Ça peut aller jusqu'à… Essayez juste de prendre une position similaire en l'absence de patient, juste après, quand vous aurez fini, quand vous aurez éteint votre ordinateur, et imaginez-vous que vous devez passer 8 heures chaque jour dans cette position-là. Je vous laisse imaginer. C'est clair. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans nos cabinets. Donc, ça ne va pas. Il faut changer quelque chose. Alors, pourquoi n'aurions-nous pas droit à une étude de poste de travail correcte, comme ça peut être fait dans l'automobile? Vous avez une étude de poste de travail dans l'automobile qui est absolument parfaite. On va même très très loin. Il y a des concept cars qui sont réalisés. Regardez ce qu'a fait Mercedes récemment. Vous avez une position humaine en position de repos complète, assise. Ils ont observé où se situait la main et ils ont placé le capteur, le joystick, le poste de commande sous la main. Pourquoi est-ce que nous, on ne nous met pas les instruments sous la main? Ça, c'est faire de l'ergonomie. Faire de l'ergonomie, c'est d'abord analyser la position de la personne et placer les instruments dessous. Ici, vous avez le volant, il est devant les mains. Ici, la boîtier de commande, il va être sous la main. Les pédales vont être sous les pieds. Ce n'est pas à nous de commencer à aller chercher avec nos pieds à quel endroit doit être la pédale. Ce n'est pas à nous à chercher avec notre main à quel endroit on va placer les instruments. Non, ça doit être analysé en amont de façon à ce que vous soyez en position assise parfaite et que celui qui conçoit le matériel ou celui qui règle le matériel ou vous, le chirurgien dentiste, vous positionnez les instruments à l'endroit où vous avez analysé que se trouvaient les mains. Ça, c'est faire de l'ergonomie. Alors, je voudrais introduire une notion que j'ai appelée l'ergonomie fonctionnelle. Pourquoi fonctionnelle? Parce que l'ergonomie a une finalité. On ne fait pas de l'ergonomie pour dire qu'on fait de l'ergonomie. On fait une ergonomie parce que c'est adapté à notre métier. La finalité, c'est notre métier. Alors, j'ai piqué ça dans les devoirs de ma fille, qui elle reçoit en ce moment de ses cours de techno. J'ai trouvé ça assez judicieux pour montrer exactement ce qu'il ne fallait pas faire. C'est terrible parce que cette photo, ce dessin, c'est pour représenter une ergonomie lambda sur un poste de travail informatique.
Et cette ergonomie de poste de travail informatique, elle a été déviée, elle a été sortie de son contexte pour essayer d'être appliquée à la chirurgie dentaire. Or, on va s'apercevoir que si on fait de l'analyse d'ergonomie, je vais vous montrer ce que c'est que faire une analyse en ergonomie, on s'aperçoit que ce n'est pas cohérent, on ne peut pas l'appliquer. Si on veut, dans cette position, on a mis un praticien assis, très bien, on donne des règles, coude à 90, on ne sait même pas d'où ça sort, bon, ok. Des dossiers, des distances, bon, très bien. C'est des règles un peu comme des dogmes. Sauf que si on veut mettre un patient, on veut garder cette position et on veut mettre un patient sous les mains du praticien, ça veut dire qu'il faut que la tête soit ici. Ça veut dire que le patient va être à cet endroit-là. C'est pas possible. Ça veut dire que les patients vont être entre les jambes. On est gêné. Alors vous avez des marques qui mettent en avant un dossier très fin, mais évidemment, c'est même pas possible. Il n'y a pas la place pour le dossier tout court. Donc on ne peut pas mettre un patient ici. Et puis si vous mettez un patient ici, ça veut dire que l'œil doit regarder ici. Alors que là, dans le poste informatique, c'est fait pour que l'œil regarde ici ou le clavier qui est un petit peu plus loin. Nous, on travaille avec les mains ici. Donc ça veut dire que les yeux vont devoir regarder vers le bas. C'est très simple, vous tirez un trait entre l'œil et la bouche. Si les yeux regardent vers le bas avec cet angle, les yeux sont limités à 40 degrés vers le bas. Donc tout le reste va se faire dans les cervicales, avec des flexions cervicales beaucoup trop importantes. Donc si on veut remonter le regard, si on veut remonter les yeux et remonter les cervicales et correspondre à ce poste de travail idéal, si on veut regarder vers l'écran, ou vers le clavier, ou vers les papiers, les documents qui sont ici, à ce moment-là, il faut que la flèche soit ici. Donc ça veut dire qu'il faut que la bouche du patient se trouve ici. Là, ça colle. Là, ça marche. Mais ça veut dire qu'on ne va pas garder les coudes à 90 degrés. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas et on va le voir dans une diapo suivante. Pierre, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce schéma qui est tout à fait satisfaisant de façon ergonomique, puisqu'effectivement, le clavier doit être sur un plan qui permet de l'atteindre sans lever le coude. Si le clavier était plus haut, on serait obligé de lever le coude, puisqu'il y a un bord à la table. C'est tout à fait différent d'un visage, d'une tête humaine. Une tête humaine, en voilà une, on peut tout à fait l'atteindre en levant sa main. Alors que si elle était posée sur une table, je serais gêné par le bord de la table pour l'atteindre. Donc c'est compréhensible. Mais chez nous, ça n'est pas dissocié. L'écran et le clavier sont au même endroit. Ils sont ici. On regarde et on travaille au même endroit. C'est ça la grosse différence. On ne peut pas dissocier une main qui travaille et un visage qui vient regarder sa tâche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous fais voir ici. Les deux sont liés. Qu'est-ce que c'est que cette étape que tu nous as et de l'écran, les deux sont dissociés. C'est tout à fait différent. Je te laisse poursuivre, David. Dis donc, tu as des jouets intéressants à la maison, hein? Tout à fait. Comme ça qu'on progresse. Tout à fait. Ça ne me sert qu'à l'ergonomie, je précise. Oui, oui, j'espère bien. Ça ne fait rien d'autre. Allez, on continue. C'est le 1er avril. C'est ça. Alors, on va voir pourquoi est-ce que les coudes ne sont pas forcément à 90 degrés. Il y a une notion qui est importante que ceux qui ont assisté à nos formations connaissent, j'en ai déjà parlé, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est important de venir sur ça. C'est la notion de course articulaire. La course articulaire, c'est l'amplitude que va réaliser n'importe quelle articulation. Alors, est-ce qu'on peut mettre les coudes à 90 degrés? Une amplitude complète sur un coude, donc c'est l'épaule ici, le coude ici, la main ici, vous avez reconnu mon dessin magnifique. L'amplitude articulaire complète, c'est le segment que vous voyez, l'arc de cercle que vous voyez en turquoise. Cette course articulaire complète, ça correspond sur un coude à 150 degrés. 150 degrés, c'est ça, c'est l'articulation complète de mon coude. J'ai le coude tendu, et là je plie et je vais au maximum jusqu'à 150 degrés d'articulaire. Quand je suis ici, ma capsule devant est tendue. Je ne peux pas rester longtemps comme ça.
Quand je suis ici, ma capsule qui est postérieure, elle est tendue aussi. Je ne peux pas rester longtemps en position extrême. J'ai une mise en tension qui est douloureuse. C'est pour ça que vous ne pouvez pas rester accroupi toute la journée. Au bout de 5-10 minutes, vous avez envie de vous relever, vous avez mal au genou. On peut diviser ces secteurs en 3 courses qu'on appelle la course externe, c'est le premier tiers, la course intermédiaire, c'est le tiers suivant, et la course interne, c'est le dernier tiers. Dans cette course externe, c'est une course non confortable. Course interne, c'est une course non confortable. Mais l'amplitude moyenne entre les deux, c'est une zone où la mise en tension ligamentaire est acceptable. C'est ce qu'on appelle la zone de confort, l'espace de confort. C'est la position que vous allez avoir que si vous êtes dans l'eau, vous vous laissez flotter, vous êtes dans l'espace, vous vous laissez flotter, vous allez être en course moyenne de vos articulations. Et ça, c'est confortable. Sur un coude, ça va de 50 degrés de flexion à 100 degrés de flexion. Donc, préconiser des coudes à 90, ça n'a pas de sens. On peut tout à fait se balader entre 50 degrés de flexion et 100 degrés de flexion. Et on verra beaucoup mieux si on est à 50 degrés de flexion que si on est à 100 degrés de flexion. Donc, on a tout intérêt à plier un tout petit peu les coudes. Alors, ce n'est pas une raison pour travailler comme ça. Enfin, on ne va pas travailler les coudes comme ça, c'est pas possible. Mais à distance de travail raisonnable, la même distance que vous utilisez quand vous tapez un SMS sur votre téléphone, vous avez pas les coudes, vous n'êtes pas coude au corps à 90. Allez, je me mets comme ça et puis je tape mon SMS. Non, vous montez tous les mains ici, vous tapez votre SMS ici. Donc ça, vous le faites spontanément parce que personne ne vous a dit comment le faire et que vous pouvez mettre le téléphone où vous voulez. Sauf que quand vous avez un patient, vous ne savez pas comment mettre le patient et puis vous le mettez dans le fauteuil et puis vous vous laissez gérer par le fauteuil et puis vous essayez tant bien que mal d'aller voir à l'intérieur. Donc cette course articulaire, c'est ça qui doit diriger notre anatomie, notre ergonomie. Parce que c'est notre anatomie qui dirige notre ergonomie. Ce n'est pas un concept, c'est la règle de base, la règle de fonctionnement, c'est votre anatomie qui vous la dicte. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez demander au patient, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre coude, avec votre cou, vos cervicales, vos lombaires. C'est votre anatomie, votre corps qui dirige tout ça. Alors, on peut analyser, faire une étude ergonomique, une étude très simple. Vous prenez une photo de vous, de profil, et vous pouvez vous analyser. Là, c'est un praticien qui m'a autorisé à utiliser cette photo, j'ai quand même masqué. Une étude ergonomique très simple pour savoir si les traits, les points qui sont notés sont les bons. Ici, vous avez un praticien qui a mis un patient, pour moi, assez bas, mais on va voir est-ce que c'est réellement bas et quelle est la flexion cervicale. D'après lui, il y a 20 degrés de flexion cervicale. Voyons voir, je ne sais pas. Faire de l'ergonomie, c'est ça. Vous trouvez une référence dans le plan à l'arrière, dans le paysage, avec la verticalité ou l'horizontalité. Si vous avez quelque chose d'horizontal ou vertical, enfin, le but, c'est de trouver l'horizontalité. Vous tracez un trait entre l'œil et ce trait horizontal que vous avez repéré. Et puis, vous tracez un autre trait entre l'œil et la bouche. Vous prenez votre petit rapporteur, vous mesurez l'angle. Ici, j'ai mesuré 70 degrés. Alors, 70 degrés, qu'est-ce que ça me dit sur les cervicales? On ne sait pas encore trop. Ce qu'on sait, c'est que l'œil, en moyenne, voit vers le bas. Les globes oculaires peuvent s'orienter vers le bas au maximum à 40 degrés. Ça veut dire qu'il y a au moins 30 degrés qui sont dans les cervicales. Donc, les 20 degrés, là, sont une erreur. Et encore, s'il y a 40 degrés dans l'œil, c'est parce qu'il est au maximum des yeux vers le bas. Ce n'est pas confortable, on ne va pas rester longtemps comme ça. Donc, peut-être qu'il a 35, donc il doit avoir 35 degrés dans les cervicales, 35 degrés dans les yeux. Donc, c'est beaucoup trop. Et ce praticien qui va prendre des loupes parce que le patient est très loin, en pensant que ça va lui garder une position très droite, oui, ça va lui régler ses problèmes de dos parce qu'il va se tenir très droit, très loin de son patient, pas de problème, sauf qu'il va plier les cervicales parce que son patient est en bas. Là, c'est de l'ergonomie. C'est une analyse d'ergonomie. Vas-y, Pierre. Une question. Est-ce que tu pourrais donner à nos confrères l'angle maximum d'inclinaison de la tête vers le bas pour qu'ils puissent se prendre en photo de profil et faire cette analyse très simple avec une horizontale, la verticale et surtout la ligne de l'œil vers la bouche? Oui. On sait que pour l'œil, c'est 40 degrés maximum, donc il faudra que ça se tienne effectivement vers 30. Il reste combien de degrés acceptables pour le cou? Pour le coup, il reste 20 degrés acceptables pour le coup. Voilà. C'est maxi 20 degrés. 30 et 20, ça fait 50. C'est ça. Ce qui veut dire que si vous dépassez un angle de 50 degrés, vous êtes dans le rouge. Voilà. Mais je vous encourage à faire cette étude, qui est une étude ergonomique, scientifique. Vous faites des mesures avec des angles. Et il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien, c'est hyper simple à faire. Si je veux faire une vraie analyse,
ben, on voit que effectivement, il y avait plus que 20 degrés, puisque la zone ici qui correspond, lui, à la flexion cervicale qui se fait en C7T1, ben, C7T1, c'est ici, il y a une erreur, c'est pas ici. L'occiput, c'est ici, c'est juste au niveau du lobe de l'oreille, donc c'est facile par rapport à la verticale. Vous tirez un trait entre C7T1 et le lobe de l'oreille, et on mesure l'angle. La tête humérale, elle est ici, elle n'est pas ici. Donc, il y avait plein d'erreurs dans ce schéma. On va prendre un autre exemple. Quelqu'un qui travaille très bien. Et vous allez voir ce que ça donne si je prends la verticale par rapport à ma colonne. Alors, je suis un peu penché en arrière, donc ça fausse un peu, mais ce n'est pas grave, on va le voir avec l'œil. Quel angle j'ai ici? Quel est l'angle de flexion cervicale? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments pour mesurer. On va prendre d'autres éléments. On va prendre l'horizontalité par rapport au bras de la radio qui est ici. Et puis, on va tirer un trait entre l'œil et la bouche. Et là, je vais mesurer au rapporteur 45. Tout va bien. Voilà, donc ça, c'est de l'ergonomie. Alors, c'est sûr que ça perturbe beaucoup ceux qui ne nous ont jamais entendus. Vous trouvez que les patients sont évidemment très, très hauts. Mais comment vous voulez faire pour éviter d'avoir une tête qui descend si votre patient est en bas? C'est pas possible. Il faut absolument que les patients soient trop hauts. Et vous n'avez pas appris à la fac à travailler avec des patients hauts et personne ne vous a dit comment faire. Et donc, c'est un petit peu déroutant. La clé, c'est tout simplement la distance œil-tâche. Tout à fait. Plus vous éloignez le patient, plus vous tendez les bras, ou bien vous faites une flexion cervicale. Il n'y a pas d'autre solution si la distance est trop grande. Tout à fait. Alors, pour revenir à la… Il te reste 4 minutes. Oui, je sais. Pour revenir au comment ça s'appelle? À la course moyenne. La course moyenne, on peut l'exprimer aussi autrement. On peut l'exprimer en termes d'espace de préhension. Vous avez dans l'espace, avec vos deux mains, vous avez un espace de préhension. C'est les zones que vous pouvez attraper en restant à votre poste de travail. Si vous voulez attraper ces zones, chercher à attraper ces zones, déterminer ces zones, vous le déterminez par rapport à votre anatomie, par rapport à la dimension de vos bras. Donc, il vous suffit de vous mettre à votre poste de travail et de voir quelles sont les zones qui sont dans l'espace de travail. Vous allez déterminer deux zones, l'espace de confort qui va être en bleu, qui va être les zones proches de vous, et puis en pointillé, la zone maximale. C'est la zone maximale que vos mains peuvent attraper. Pourquoi je t'entends pas? Pour l'assistante. Ouais. Carolina Lopez, c'est à vous que je parle, mademoiselle. Ouais. T'as coupé ta caméra? Non. Hop, on avait… Ok, c'est pas grave. Lorsque vous avez ça, vous pouvez transposer ça sur votre cabinet. Donc, on va le faire. On va imaginer un poste de travail et on va repositionner ça avec l'espace de préhension, les deux espaces de préhension et un praticien qui est en train de travailler avec les bras droit et bras gauche. Et on va essayer de calquer ça sur un poste de travail classique. Si je veux mettre un poste de travail classique, on va centrer la tête sur la tête du praticien, on va le positionner à midi. Vous voyez que là, la bouche du patient s'entrecroise aux deux zones les plus accessibles. Donc ça, c'est votre zone de travail habituelle. En bleu, la zone de travail régulière, on va dire, où vous êtes dans l'espace de confort. Donc c'est là où vont pouvoir se trouver les instruments. Et puis en pointillé, vous allez déterminer la zone maximale. Vous allez faire un arc de cercle avec votre bras et vous allez pouvoir déterminer la zone maximale dans laquelle vous allez pouvoir attraper des éléments. Et vous allez voir que ça va coller à peu près avec votre plateau. Mais aller mettre un plateau ici, ça n'a pas de sens. Vous sortez complètement de votre espace de préhension. Aller mettre des instruments ailleurs qu'à cet endroit-là, ça n'a pas de sens non plus parce que vous sortez de votre espace de préhension. Si vous mettez des instruments là, vous êtes limite. Au niveau de la distance, de l'avancée, on parlera de la hauteur dans d'autres conférences éventuellement. Si vous mettez des instruments là, ça ne passe pas. Et on peut faire exactement la même chose pour l'assistante, qui elle on peut superposer, on pourrait prendre exactement ce schéma, tout ce schéma, et le transposer pour l'assistante, qui elle va avoir sa zone de travail à main gauche, qui est la bouche du patient, et puis sa zone de travail à main droite, qui va être son support, un retour de plan de travail. Donc aller mettre des plans de travail uniquement ici, ce n'est pas accessible par l'assistante. Elle va être obligée de se déplacer, de rouler. Donc on n'est plus dans son espace de préhension. Aller mettre des choses dans le dos ici, comme les aspirations ou d'autres meubles ou des choses qui sont derrière sur les côtés, ça ne fonctionne pas non plus parce que vous sortez de l'espace de préhension. Encore une fois, ce sont des règles qui sont basées sur l'anatomie. Ce ne sont pas des règles qui sortent comme ça de l'idée de quelqu'un. Ce sont simplement les projections de votre anatomie sur votre espace de travail. C'est ça l'ergonomie. Ce n'est pas simplement, hop, j'ai un nouveau concept, une nouvelle idée, un nouveau truc. Non, non, c'est quelque chose qui doit être basé sur des règles scientifiques et des règles
d'anatomie, des amplitudes articulaires. Est-ce que c'est acceptable pour les cervicales ou pas? Est-ce que c'est acceptable pour l'épaule, pour le bras, pour la main? C'est ça qui doit tout diriger. Je rappelle que le schéma qui a été superposé sur la photo est un schéma issu de l'industrie. Ça n'est pas du dentaire, c'est quelque chose qui est général, qui est applicable à tous les travaux, à tous les postes de travail. Ok. Parfait. On est pile à 30 minutes, à 30 secondes près. Merci beaucoup Pierre, merci à tous les participants. Je sais que c'est un petit peu court, mais avec ce format et ce logiciel de Zoom qu'on utilise, on est limité à 40 minutes. Donc on a encore 5 minutes pour éventuellement quelques questions. On va juste vous donner rendez-vous donc mercredi prochain à 11h à la même heure. On vous laissera sur le lien d'ergonomie dentaire l'adresse de la pièce Zoom pour pouvoir vous connecter. Entre-temps, vous pouvez poser des questions sur ergonomiedentaire.com, sur le site, par mail, sur le groupe Facebook, sur la page Facebook Ergonomie Dentaire. Avec plaisir, on notera toutes ces questions et on pourra ça nous donnera une idée des réponses à pouvoir vous donner. Parce qu'on a effectivement, on pourrait vous parler pendant des heures. On fait des formations qui sont sur plusieurs journées, donc on a des quantités d'informations qui sont colossales. Et puis, il faut le temps d'intégration aussi pour vous. Vous pouvez pas tout, comment dire, vous pouvez pas tout gérer. C'est pas possible. Je lis rapidement les questions. Des degrés maxi pour l'œil, ce qui part de l'horizontale de l'œil et non l'horizontale de la terre. Alors, qu'est-ce que l'horizontale de l'œil? Il faudra en reparler. Vlad, qu'est-ce que l'horizontale? En fait, l'œil est fait pour regarder à 10 degrés vers le bas. Quand on est debout, quand on est assis, l'œil est confortable quand on regarde à 10 degrés vers le bas. Pourquoi 10 degrés? C'est pour regarder ce qui est par terre devant soi. Donc, on est confortable quand on regarde, pas à l'horizontale, mais quand on regarde à 10 degrés. Après, par rapport à l'horizontale, l'œil est capable de regarder. Alors, l'horizontale de la tête, oui. Quand on parle de l'horizontale, tout dépend comment on est placé. Mais si on est placé debout, je commence à comprendre la question. Si on est placé debout, on peut considérer que le plan de Francfort va être horizontal et qu'on part de cette référence. La position de référence anatomique, c'est l'homme debout. Donc, l'horizontale de l'œil va être à peu près à l'horizontale de la terre dans ce cas-là, oui. Si, tout à fait. Donc, 10 degrés vers le bas par rapport à… c'est la position de confort, qui peut être la position quand on regarde dans un microscope, par exemple. Et ensuite, on peut aller jusqu'à 30, 35, 40 grand maximum. Après, il y a des variables anatomiques. Question sur le fauteuil idéal, la selle. Bah oui, bien sûr, ça vaudrait une confantière. Alors, ça paraît intéressant pour bosser à la mandibule, mais quid du maxillaire supérieur? Alors, en général, on nous dit ça paraît intéressant pour bosser au maxillaire et quid de la mandibule, mais on fera un petit quelque chose sur le haut ou le bas, effectivement. Notamment aux tables avec les patients s'allongent. Bah oui, évidemment, les tables, bien sûr, sur les tables, c'est extrêmement facile de les utiliser pour pouvoir voir le maxillaire, mais aussi la mandibule. On fera une petite démo, j'ai ce qu'il faut là. On a une petite table de massage et puis on pourra faire une petite démo avec un fantôme et je vous montrerai ce qui se passe, comment gérer, voilà. Comment appliquer cette position au maxillaire. Mais c'est évident qu'au maxillaire, ça pose pas de problème. Pour moi, c'était surtout ça paraissait plus difficile à la mandibule. Genou doit-il à 90? Alors, position assise, l'angle du genou doit-il être à 90 ou 110 degrés? Encore une fois, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle fixe. On est 80. On en parlera aussi parce qu'il y a plusieurs explications. Et voilà. On a été coupé. Bon, je ne sais pas si on est coupé, si vous nous voyez encore. Mais ça se coupe tout seul. Merci à tous. À mercredi prochain. Au revoir. Hop. Allez. Ça y est, on vous voit. Merci à vous. Je vous en prie, au plaisir. On regardera vos questions avec attention et on essaiera de répondre à tout ça.